Bonjour et bienvenue, Smart Évasion, tout de suite pour vous, une demi-heure de couleurs, d'inspiration et de découverte. Smart Évasion, c'est une émission dédiée au voyage qui met en lumière ceux qui font bouger les lignes à l'autre bout du monde. Un nouveau souffle qui mêle poésie et entrepreneuriat. Voilà donc la promesse audacieuse de cette émission. Ce deuxième voyage éphémère, nous avons choisi de le dédier à un pays et des habitants habités par la bonté et l'indulgence. Kipling, Kessel, Orwell, Loti, tous sont tombés amoureux de ce pays aux 1000 pagodes et j'oserais dire pays aux 1000 sourires. Voilà la Birmanie, un pays différent de tous ceux que tu connais, disait Rudyard Kipling. Un pays coupé du monde pendant de longues années de dictature militaire, mais qui réussissait merveilleusement à l'aube du millénaire son ouverture sur le monde et son émancipation économique. Mais voilà, c'était compté sans deux crises, celle du Covid et des Rohingyas qui sont venus rebattre les cartes. Smart Évasion, c'est parti. Depuis des mois, la Birmanie vit coupée du monde, un huis clos silencieux qui s'est imposé à elle et ses 56 millions d'habitants. La Birmanie, un des pays les plus grands d'Asie du Sud-Est continental, qui partage ses frontières, vous allez le voir sur cette carte, avec 5 pays, la Chine, le Laos, la Thaïlande, le Bangladesh et l'Inde. En plateau aujourd'hui pour nous embarquer, Richard Moreau. Bonjour, on est ravis que vous soyez là sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes un fin connaisseur du monde économique birman puisque vous vivez à Rangoon depuis une douzaine d'années. Vous êtes le fondateur d'une agence de voyage d'un genre un peu nouveau sur place, vous allez nous le raconter. Mais vous êtes aussi un observateur attentif du monde économique puisque vous êtes marié. Vous avez la chance d'être marié avec une directrice d'agence de médias birman qui, elle, est bloquée à Rangoon. C'est ça aussi la réalité du Covid. On en parle tout de suite. Mais avant tout, je voudrais vous présenter Sergueï, né à Moscou. Vous êtes un photographe russe, représenté par la Galerie Rouge à Paris. Et votre reportage en Birmanie qui a duré de longues semaines est tout simplement le plus beau voyage de votre vie. On a hâte de savoir pourquoi. On sera en duplex également avec Nicolas Delange qui est sur place à Rangoon. Nicolas Delange, entrepreneur. Bonjour, vous siégez au conseil d'administration de la Chambre de commerce de Birmanie. Alors les problèmes de connexion dans ce pays nous obligent à faire cette interview par téléphone. Richard Moreau, vous êtes donc en Europe, votre femme au Myanmar, le pays est bloqué, on ne peut y entrer, on ne peut en sortir, c'est bien ça la réalité aujourd'hui ? Exactement. En ce moment, on ne peut pas obtenir de visa pour rentrer en Birmanie. Les visas ont été gelés par toutes les ambassades birmanes partout dans le monde. Et deuxièmement, il n'y a pas de vols internationaux. Les vols commerciaux ont été aussi gelés par les autorités birmanes. Donc il n'y a que des vols sanitaires. Exactement, exactement. Que des vols sanitaires. Un vol sanitaire ? Un vol sanitaire est organisé plusieurs fois par semaine pour rapatrier les Birmans qui vivent à l'étranger et les Birmans qui souhaitent rentrer dans leur pays pour une plus ou moins longue durée. Voilà. Alors Richard Moreau, vous habitez, je l'ai dit, dans ce pays depuis une douzaine d'années, un pays qui cultive ses secrets, un Eldorado intime, pourrait-on dire, un pays qui était un des plus riches d'Asie du temps de la colonisation anglaise, qui a ensuite perdu de sa superbe. Qu'est-ce qui vous envoûte dans ce pays au point d'y rester pour y vivre ? Ce qui m'envoûte, c'est pas ce que l'on voit, c'est plutôt ce que l'on ressent en Birmanie. Car vous avez des choses merveilleuses à voir. Vous avez des gens fantastiques à rencontrer, mais c'est les émotions que les gens vous passent, vous transmettent quand un regard, on touche une main. Et c'est ça qui m'ont envoûté. Et c'est un pays qui est électrique, électrique dans le bon sens du terme, parce que ça vous procure, ça vous emmène dans des endroits et ça vous fait rêver. Et c'est un pays qui ne vous laisse pas de marbre. Vous avez toujours des sentiments différents quand vous arrivez, quand vous repartez. Et c'est ça qui est incroyable. On pourrait dire qu'on peut ressentir ce genre d'émotion dans n'importe quel pays d'Asie, mais vous avez vécu également au Vietnam, je crois savoir. Alors, il y a une grosse différence entre Vietnam et Birmanie, par exemple ? Il y a une très grande différence de culture. Les Vietnamiens et les Birmans ne vont pas se comporter de la même manière. Leur appréhension de la vie est différente. Leur rapport aussi aux voyageurs est différent. Tout est différent. Vraiment, on va dire que les origines
sont vraiment différentes et ça se voit dans leurs actions, dans leur philosophie de vie, ça se voit. Voilà. Sergueï, je me tourne vers vous. Vous n'êtes resté que quelques semaines sur place, mais un temps suffisant pour ce reportage, pour que ce pays vous envoûte autant que Richard Moreau? Non, c'est jamais assez, je pense. J'aurais bien voulu repartir de suite en Birmanie et en prendre encore davantage du temps. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez fait ce reportage? Pourquoi est-ce que c'est le plus beau reportage de votre vie? Les couleurs. Moi, je suis photographe qui travaille beaucoup dans la couleur. Et la couleur en Birmanie, c'est quelque chose de magique. Il y en a partout. C'est un paradis de couleurs, d'émotions. Comme je rejoins Richard aussi, c'est un pays qui dégorge d'émotions. Les gens sont spontanés, sont, si on peut dire, pas encore abîmés par ce consumérisme. Ils sont honnêtes et très très touchants. Est-ce que c'est un pays qui est particulièrement inspirant pour un photographe comme vous? Ah oui, c'est totalement dépaysant, donc on a envie de déclencher en permanence. Je pense que je n'ai jamais fait autant de photos dans n'importe quel pays du monde, c'est juste incroyable. Alors, je reviens vers vous, Richard. La France, petite précision, continue à utiliser le nom de Birmanie, mais on utilise aussi le nom de Myanmar, puisqu'en 2010, il faut bien le préciser, la junte militaire qui est au pouvoir a changé le nom en République de Myanmar, ainsi que le drapeau et l'hymne national. Donc, ce sont un peu à la fois Birmanie et Myanmar qui sont utilisés aujourd'hui. C'est comme ça qu'on peut résumer la situation. Oui, exactement. Les deux noms sont utilisés, mais le nom Myanmar s'est vraiment imposé ces dernières années sur la scène internationale du fait que le gouvernement de Thein Sein, qui est arrivé en 2011, a eu une crédibilité importante sur la scène internationale. Mais il faut savoir aussi que le nom Myanmar était le nom originaire du pays avant la colonisation anglaise. Donc ça veut dire que c'est une fierté pour les Birmans, ce nom de Myanmar qui est revenu au galop? Ça a été une fierté, oui et non. C'est une fierté maintenant d'avoir un nom qui est revenu par rapport à la période pré-coloniale, mais quand ça a été changé, les Birmans utilisaient toujours le nom Birmanie, et c'était surtout les dissidents qui utilisaient le nom Birmanie pour toujours être en opposition au gouvernement. Voilà. Mais c'est Myanmar qui s'est imposé. Anecdote intéressante. Alors, parlons du tourisme, puisque c'est un secteur qui vous concerne. Le tourisme, c'est aujourd'hui moins de 5% du PIB, et pourtant un secteur en forte croissance. Comment un pays qui est privé de ce moteur depuis mars dernier peut-il vivre? Qu'est-ce qu'ils font, les Birmans, depuis mars 2020, Richard Moreau? Les Birmans Racontez-nous les coulisses de ce pays. Alors, depuis mars 2020, les Birmans sont, on va dire, comme un petit peu partout dans le monde, ils restent chez eux, puisqu'il y a eu des confinements de prononcer. Ils ont respecté le confinement, mais ils sont obligés de s'adapter à la situation. Et depuis quelques semaines, il y a toujours ils appellent ça le stay home, rester à la maison. C'est très conseillé, c'est fortement conseillé par le gouvernement de rester à la maison, de limiter ses déplacements dans le pays, de limiter ses déplacements dans les villes où ils habitent, et ils essayent de s'en sortir comme ils ont fait depuis des décennies, par des petits travails, par la créativité qu'ils ont, par l'esprit d'entrepreneur. Un exemple, c'est une personne qui est comptable dans une société et qui est au chômage technique. Et comme il n'y a pas d'aide du gouvernement, comme il n'y a pas de chômage technique, il n'y a pas d'aide financière pour les employés, elle a dû trouver une solution. Donc elle fait des crabes au curry et elle livre ses crabes au curry partout dans la ville de Rangoon. Voilà, c'est une créativité qui a été mise en exergue tous les jours par les Birmans. Est-ce que vous diriez que les Birmans sont un peuple plus résilient qu'un autre? Est-ce que vous l'observez, ça? Vous le sentez? Oui, tout à fait. Ils ont cette résilience depuis on va dire des décennies. Parce que c'est un peuple qui a vécu des drames, qui a eu toujours des problèmes, bien plus puissantes que celle-là. Plus puissantes. Pas plus puissantes, mais sur différents niveaux. Il y a eu des crises politiques, des crises de réfugiés, vous avez des crises économiques, monétaires. Et la Birmanie a toujours été devant
pour subir ces crises. Et le peuple birman a toujours dû faire face à ces crises et se relever tout le temps de ces crises. Donc la résilience, oui, ils connaissent ça. Il y a une forme de fierté quand vous parlez des Birmans. Vous êtes fier de ce peuple? Je suis fier d'eux, oui. Je suis fier des Birmans et je suis fier de la créativité, de la résilience et de leur philosophie de vie. Je suis fier d'eux car ils se tournent vers le futur. Le passé est très présent en eux, mais ce jeune pays se tourne vers le futur et embrasse ce 21e siècle avec ferveur. Et oui, je suis fier d'eux parce qu'ils méritent qu'on soit fier d'eux. Ouais. Sergueï, est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, cette émotion? Est-ce que ce mot de fierté, vous l'avez ressenti quand vous avez fait tous vos clichés sur place? Et dans quelle zone est-ce que vous vous trouviez quand vous avez fait votre reportage? Moi, j'ai fait un peu, je pense, les grands classiques, donc Bagan, Inlele, Rangoon. La ville aux 1000 pagodes. Voilà, j'ai fait quelques... Le lac Inle, bien sûr. Oui, évidemment. Et j'ai fait quelques randonnées aussi dans la zone de Kalao, dans la jungle. Et oui, tout à fait, je ressens en fait ce regard vers l'avenir. Je voulais juste rejoindre Richard parce que j'ai fait un cliché avec les moines qui regardent comment on appelle ça? Les jumelles. Avec des jumelles. Avec des jumelles. Et donc, c'est un drôle de symbiose entre donc, la science, la modernité et le conservatisme, la tradition qui est très ancrée en Birmanie. Donc, on le ressent encore. Photo qui a été prise dans un monastère. Je ne sais pas si on pourra la voir à l'écran. Vous avez créé, Richard, une agence de voyage sur place. Pourquoi la Birmanie? On a parlé du lac Inle, Pagan, Kalao, qui est une ancienne ville anglaise, où il reste beaucoup de vestiges de cette colonisation anglaise à Kalao. Pourquoi c'est un terrain de jeu exceptionnel, la Birmanie, en matière de tourisme? C'est un terrain de jeu formidable, car c'est un pays qui a tout. Vous avez les contreforts de l'Himalaya au nord. Vous avez l'archipel des Merguis au sud. C'est 800 îles et îlots qui sont vierges de tout tourisme. Encore sauvages, avec quelques tribus qui subsistent, comme les Mokènes, par exemple. Exactement, avec les Mokènes. Ce sont des gitans des mers qui vivent au gré des courants. Mais c'est un pays qui a tout. Vous avez aussi des lacs qui sont situés à 1000 mètres d'altitude, qui sont entourés de montagnes. Vous avez des zones archéologiques majeures. Vous avez Bagan, qui a des milliers de temples et pagodes. Vous avez aussi des temples qui sont enfouis dans la jungle, proche de la frontière du Bangladesh. C'est un terrain de jeu formidable et on a exploré seulement 5 à 10% de ce qui est explorable, parce que vous avez des endroits qui sont encore fermés au tourisme et qui vont s'ouvrir dans les prochaines années et qui vont donner lieu à des aventures extraordinaires. Vous nous faites rêver, Richard Moreau. On va essayer d'avoir la connexion avec Nicolas Delanche. Il est toujours avec nous. Le PIB birman reste faible, de l'ordre de 70 milliards de dollars. Mais pour avoir un ordre d'idée, c'est 3 fois plus élevé quand même que celui du Cambodge. Et la Birmanie, elle a connu un essor économique sans précédent avec un taux de croissance de l'ordre de 7% en 2014 et 2015. Nicolas, quels sont les secteurs qui ont profité et qui profitent encore de cet essor économique ? Alors, les secteurs qui ont profité, il faut parler au passé, ça a été le tourisme. Il y a aussi eu l'infrastructure, parce qu'il a fallu bâtir le pays, développer des hôpitaux, développer des routes, développer des aéroports. Et après, il y a eu tout un ensemble de choses également qui ont rapidement évolué. Je pense notamment à tout ce qui est secteur financier. Il y a eu une place financière qui s'est créée. Aujourd'hui, il y a 6 entreprises qui sont cotées sur la place de Rangoon. Il y a un marché qui est en train de se créer. Et c'est en train de transformer progressivement l'économie et la façon dont les Birmans font du business, opèrent. Alors c'est vrai que vous mentionnez le PIB par rapport au Cambodge, mais quand on raisonne en PIB par habitant, la Birmanie est un des pays les plus pauvres au monde. Avec à peu près $1 300 par habitant de PIB. Donc il y a encore énormément de choses à faire. Pour comparaison, c'est 40 fois moins à peu près que la France, où quand on compare le PIB du Cambodge avec le PIB du Myanmar, il y a $200 de différence. Donc il y a des opportunités qui sont considérables. Le simple fait que je puisse vous parler aujourd'hui depuis Rangoon aurait été beaucoup plus compliqué, parce que d'un point de vue télécommunication,
il n'y avait pas forcément tous ces éléments-là qui étaient en place. Quand je me suis installé il y a 4 ans, enfin 5 ans maintenant, ma connexion Internet pour 4 mégabits par seconde me coûtait $400. Aujourd'hui, le même prix, j'ai 120 mégabits par seconde. Donc tout ça sont des éléments qui montrent que le pays évolue à une vitesse prodigieuse, ce qui était impossible il y a 4 ans, c'est-à-dire payer ses impôts en ligne est désormais complètement faisable pour un entrepreneur. Et donc ça dénote de la capacité des Birmans à basculer d'une économie qui était très orientée autour du cash vers des paiements mobiles, vers des nouvelles technologies. Et ce sont des choses qui sont assez fascinantes. Il y a toujours, chaque semaine quasiment, des nouveaux services, des nouvelles choses qui se développent, qui éclosent à Rangoon et dans le pays. C'est assez fascinant. Merci beaucoup Nicolas pour cette précision. On est ravis de vous avoir eu en direct de Rangoon. Richard, on ne peut pas faire une émission sur la Birmanie sans évoquer la question évidemment des Rohingyas, qui a évidemment terni l'image du pays et s'est transformé en gifle économique. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Comment est-ce que vous vivez aujourd'hui? Et quelles sont surtout les conséquences concrètes encore aujourd'hui en 2021? La question des Rohingyas, elle est complexe. Elle est très compliquée à expliquer du fait que ce soit un problème qui existe depuis très très longtemps. C'est pas un problème récent. C'est pas un problème qui est apparu en 2017. C'est un problème de relation entre plusieurs ethnies qui est apparu au moment de la colonisation anglaise. Donc ça, il faut bien se dire que les Rohingyas, c'est très, très compliqué. Et il faut préciser que le peuple birman n'est pas forcément pro-Rohingya. Non, exactement. Contrairement à la communauté internationale. Ça, c'est très intéressant et on ne le sait pas forcément. Non, exactement. La population birmane est assez mitigée sur la question Rohingya. Et plutôt du côté d'Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi reste quand même une voix qui compte énormément pour les Birmans. Les Birmans voient en Aung San Suu Kyi une maman, la mère de la nation. Et Aung San Suu Kyi a un pouvoir assez incroyable sur les Birmans. Et c'est pour ça que la question des Rohingyas est très compliquée à expliquer. Et juste peut-être la conséquence sur un plan économique des Rohingyas, est-ce que vous voyez la situation s'éclaircir, notamment sur le tourisme? La conséquence économique, elle a été assez terrible. Sur le secteur du tourisme, on a pris, comme vous l'avez dit, une gifle assez énorme, puisqu'on était sur une période de croissance à 2 chiffres sur le secteur du tourisme. Et on a atteint de suite un plateau. Et là, on était sur une décroissance sur le secteur du tourisme. Et il y a aussi une conséquence économique fâcheuse pour la Birmanie, c'est que des sociétés ont décidé de retirer leurs investissements. Et il y a eu aussi un ralentissement des investissements étrangers vers la Birmanie du fait de ce problème. Donc, oui, ça a été un problème. Et là, on est en passe je l'espère, de résoudre ce problème-là avec des traités, des accords avec les autorités. Très rapidement, parce que le temps file, on a parlé d'Aung San Suu Kyi. Est-ce que vous voyez une nouvelle génération peut-être d'hommes ou de femmes politiques émerger qui incarneraient justement le renouveau, le futur de la Birmanie dont vous parliez tout à l'heure? Il y a en Birmanie une caractéristique qui est très spéciale, c'est que c'est une société qui est très hiérarchique. On respecte l'aîné. Et pour exister en Birmanie, pour exister politiquement, il faut avoir un certain degré de seniorité, comme ils appellent ça là-bas. Et c'est très difficile pour la jeune génération entre 45 et 55 ans de se créer une place, de se faufiler et d'avoir une voix. Il y a des gens qui ont entre 45 et 55 ans, qui ont des idées formidables pour la Birmanie, mais qui ont du mal à exister sur la scène politique du fait de cette caractéristique de seniorité, de cette caractéristique hiérarchique. Il nous reste 30 secondes. Sergueï, un mot, un adjectif
qui pourrait résumer votre présence, votre reportage en Birmanie et ce qu'il en reste quand vous fouillez vos souvenirs? Qu'est-ce qui reste de la Birmanie? Le rêve, l'espoir. L'espoir. Oui, l'espoir. Dans un pays surtout. frappé par le Covid, les Rohingyas, l'espoir. C'est ça que vous avez lu dans les yeux des Birmans? Ah oui. Merci beaucoup, merci Sergueï né à Moscou, merci beaucoup Richard Moreau d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de cette première partie d'émission. On reste dans ce pays adulé par Rudyard Kipling pour imaginer et décortiquer son possible développement économique durable. C'est Far and Smart et c'est tout de suite. Far and Smart avec Jean-Marc Brulé. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes président de la fondation Green Lotus qui œuvre depuis 8 ans en Birmanie pour que ce pays ait une trajectoire économique durable. Florence Daucher, fondatrice de Clock Media, un média à impact social. Et vous allez nous parler d'une entreprise et d'une entrepreneuse engagée sur place qui a créé en 2017 Recyglo. C'est ça. Recyglo, racontez-nous cette belle histoire. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je vais vous parler de Recyglo, qui est une start-up dédiée à la préservation de l'environnement, fondée par cette jeune femme qui s'appelle Shwe Yamin Oh. Jeune femme très volontaire, multi-entrepreneur et qui décide de s'affranchir quand même des codes de la société parce que devenir entrepreneur, il paraît que ça n'est pas si fréquent pour une femme en Birmanie. Alors qu'est-ce qu'elle observe? Un taux de pollution important en Asie du Sud-Est, une pollution qui provient évidemment de l'usage du plastique. Or, le plastique se retrouve toujours dans l'eau, dans les fleuves et ensuite dans les océans, dans la mer. Également une pollution liée au pétrole et puis une pollution liée aussi aux teintures des vêtements, puisque beaucoup de vêtements sont produits en Birmanie. Donc, elle a l'idée de créer cette start-up en s'adressant aux entreprises et elle intervient sur 3 niveaux. C'est-à-dire un premier niveau qui est l'audit des déchets qui sont produits par l'entreprise. Les ordinateurs, où on les balance, les piles, le plastique de l'entretien ménager, les papiers qui sont détruits aussi et qui ne sont pas recyclés. Donc, il y a cette première phase d'audit. La deuxième phase, c'est de créer les conditions physiques, j'allais dire, du tri, c'est-à-dire d'organiser au sein des entreprises le tri. Ça va là, ça va là, etc. Et le troisième point, c'est de la sensibilisation au sein de l'entreprise à ces questions environnementales, parce qu'une fois que tout ça est mis en place, il faut quand même que les personnes aient maintenant le réflexe de trier les déchets et d'en voir l'utilité. Grâce à Recyglo, 90% des matériaux qu'elle récupère dans les entreprises trouvent une deuxième vie, ça veut dire deviennent une matière première de nouveau. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Recyglo existe en Malaisie, à Singapour, avec une volonté de développement importante sur l'Asie du Sud-Est, de devenir même le leader du recyclage. Elle a été incubée par des lieux importants, internationaux, liés à l'impact sur la mer. Et puis, donc, elle se destine à un développement important. Elle a reçu 350 000 € d'un investisseur. C'est dire aussi l'importance. C'est en train de décoller, c'est en train de se mettre en place, absolument. Et c'est soutenu par l'international et beaucoup d'autres initiatives comme la vôtre, je pense. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un cas isolé, Recyglo, puisque la Birmanie est en train de s'inscrire dans une trajectoire vraiment de green business. Et ce dont on va parler avec vous, Jean-Marc Brulé, puisque la fondation que vous présidez, Green Lotus, intervient en Birmanie depuis 8 ans. Vous avez une petite dizaine de salariés sur place. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir jeté votre dévolu sur ce pays? Peut-être parce qu'il sortait de dizaines d'années de dictature militaire, qu'il était dans une phase de transition démocratique. C'est pour cette raison? Il y a 2 choses, fondamentalement. Alors, je connais bien Recyglo avec qui on coopère. C'est un pays fantastique pour développer le green business. C'est un pays supérieur à tout autre en Asie du Sud-Est pour ça. Il y avait la transition démocratique à partir de 2012, en gros. C'est le moment où moi, j'ai atterri sur place un été avec mon gamin et des copains. Et puis, il y a la mentalité birmane, portée par le bouddhisme, il faut dire les choses comme elles sont, et aussi par une mentalité birmane faite vraiment d'intello. C'est vraiment un peuple cérébral et un peuple qui réfléchit, et c'est un peuple qui est moins cupide, on peut le dire, que d'autres. Et donc, du coup, il y a une opportunité pour développer du business responsable. Ça veut dire qu'ils écoutent vos conseils? Comment est-ce qu'ils acceptent finalement Vous savez, c'est un pays qui est très mature, un peuple qui est très mature. Donc, ils n'ont pas écouté mes conseils. Ils savent déjà. Ils ont besoin de back-office. En fait, moi, je suis à leur service.
et non pas là pour leur donner des leçons. Et par contre, effectivement, il y a des technologies qu'ils ne connaissent pas, qu'ils découvrent. Enfin, ils ont découvert le solaire il y a quelques années. Alors, justement, je voudrais qu'on rentre dans le détail des quelques réalisations que vous menez en Birmanie, notamment à Rangoon. Vous travaillez dans des bidonvilles à Rangoon. Vous avez fait notamment fabriquer des masques pendant le Covid. Je voudrais que vous le racontiez. Et puis, il y a toute cette partie énergie renouvelable avec les fermes solaires et hydroliennes. C'est ça. Racontez-nous. Alors effectivement, on intervient soit dans la banlieue de Rangoon, dans des bidonvilles, soit sur les fleuves et les rivières dans la jungle birmane, de l'État Shan en particulier, soit dans la dry zone. Dans le bidonville, on a fait des choses autour de l'agriculture périurbaine, faire pousser les gens à faire de l'agriculture de proximité pour eux et pour nourrir en plein cœur autour. Oui, à la marge. Le circuit court. Voilà, une logique circuit court. Avec Recyclo, ils ont une logique aussi de développement d'artisanat autour de matériaux recyclés. Et puis, en général, on les pousse à être d'abord fiers d'eux-mêmes à travers la promotion d'une marque, à travers la possibilité de développer du social business par eux-mêmes. C'est pas un truc qui va leur venir à l'esprit immédiatement, d'abord pour des questions de dignité. Donc, le premier truc à faire, c'est les rendre fiers d'eux-mêmes, rien qu'en les soutenant et en les admirant. Pourquoi est-ce que la sensibilisation aux enjeux de développement durable, elle est primordiale pour vous ? Si on prend que la Birmanie, là, le monde entier, de toute façon, est concerné par le réchauffement climatique, mais si on prend que la Birmanie, c'est le deuxième pays le plus menacé dans les classements internationaux après le Bangladesh. C'est un pays où le delta l'Irrawaddy ne va plus exister dans 20 ans. Donc il y a une urgence à agir. Pour eux, il y a une urgence à se préparer à migrer vers les montagnes et vers les collines. C'est ça, il y a une montée des eaux, hein. En fait, ça veut dire monter des eaux. Ouais. C'est ça. Donc on va avoir des catastrophes énormes en Birmanie et eux aussi, on va avoir une logique de solidarité et de migration qui va se développer. Ils ont conscience de cette urgence, du temps Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément, quand on n'a pas l'information, on ne l'a pas, et puis on n'imagine pas, il reste encore beaucoup de Français qui sont climato-sceptiques, donc imaginez les Birmans s'ils n'ont pas l'information. Mais n'empêche que nous, à notre petit niveau, avec nos conférences, nos workshops et nos coups de... un peu mouvementistes, on a réussi un peu à sensibiliser, sinon même à provoquer. Il y a un aspect important dans le mouvement du waste, c'est-à-dire de l'anti-gâchis, en fait, c'est le problème de la surproduction. C'est-à-dire qu'on sait qu'on surproduit à hauteur de 30% et qu'on a beaucoup de stocks dormants. Donc je crois qu'il y a aussi une campagne de sensibilisation sur ces sujets. Dernière question, Jean-Marc, est-ce que vous diriez que la Birmanie, elle est en pointe justement sur tous ces sujets de développement durable par rapport aux autres pays d'Asie du Sud-Est ? Comment est-ce qu'elle se situe ? Le paradoxe, c'est qu'elle est en retard en termes de développement et en termes aussi d'accès aux connaissances. Donc on pourrait dire qu'elle est derrière. Mais en fait, elle est presque plus ouverte puisqu'elle peut faire du leapfrogging, c'est-à-dire en fait sauter par-dessus tous les autres et sauter toutes les étapes et arriver en avance. Par exemple, notre navire amiral en termes de projet, c'est les hydroliennes. Donc c'est l'hydrolien flottant qui est tout à fait adapté aux rivières birmanes. Eh bien, c'est une technologie qui est radicalement nouvelle, c'est beaucoup plus nouveau et innovateur que le solaire et l'éolien. Eh ben, la Birmanie va être le premier pays où ça va se développer de la planète. Donc c'est assez extraordinaire. Pardon. C'est terminé, je suis désolée, le temps file, il nous reste que 10 secondes et j'ai simplement le temps de vous dire au revoir, vous dire que Smart Évasion, c'est déjà terminé. Merci beaucoup Jean-Marc Brulé, fondateur de la fondation Green Lotus. Florence Daucher, Clock Media, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle destination aussi pétillante qu'inspirante dans un nouveau pays lumineux et je vous souhaite une très bonne fin de week-end.